Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnue, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. On commence par un peu de yoga, c'est ça? Tu veux ou Un pas? peu de Un respiration. peu de respi. Allez, on inspire. Non, C'est c'est ça. l'expiration, pardon, on inspire. Mais respirer, On c'est respire. inspirer et expirer. On Exactement. va faire les deux. Moi, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Mais pareil, Merci beaucoup de ton temps et de ta confiance. Comment t'arrives? Même si c'est moi qui viens chez toi. comment j'arrive? Mais j'arrive à l'écoute, même si c'est pour prendre la parole. Mais ouais, je suis curieux et intéressé de savoir comment on peut échanger. Voilà. Donc, pas d'a priori, on va dire. Ouvert. Ouais, ouvert. Ouais, à l'écoute. Ouais. Où est-ce que tu nous reçois aujourd'hui? Eh ben, je vous reçois à la maison, là où on habite, en couple, en famille, dans ce vieux Marseille du 19e siècle. Donc, un lieu qui est à la fois chaleureux et frais l'hiver et très chaud l'été. Mais j'aime bien ces maisons à tomates. Et bon, c'est un 4 fenêtres, mais c'est comme un 3 fenêtres. C'est cette construction traditionnelle de Marseille avec toutes les maisons serrées les unes aux autres, là, près de la plaine, vers le Die. Donc, une mentalité de village. On est un peu un village. Et j'adore cet esprit village. J'habitais la ville, la campagne, et pour moi, pouvoir descendre, boire un café au coin de la rue, c'est quelque chose d'essentiel. Tu nous as remis une bûche ou pas? Ouais, j'ai remis une bûche parce qu'on est au chaud devant le feu, là, c'est agréable. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, qu'est-ce que t'espères de notre échange? Alors, j'ai pas d'attente particulière. J'ai le plaisir de poursuivre une conversation avec toi. Ça fait des années qu'on se connaît, sans se connaître si bien, en fait. Donc pour moi, voilà, c'est peut-être qu'on est enregistré, peut-être qu'on sera écouté, mais j'espère poursuivre cette conversation. Parce que la conversation, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me paraît essentiel dans la vie. On n'est pas des blocs de béton les uns à côté des autres, donc les interactions nous font bouger, aimer, nous détester. Il y a beaucoup On de va pistes. peut-être tester d'ici la fin. Ah, il n'y a pas beaucoup de chance. Pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé. Ah, donc je prends un dé, c'est ça? Je le fais rouler? T'as envie? Oui. Vas-y, fonce. Cinq. 5. On va partir sur la thématique de la réussite. Oh! La réussite. Et je vais te trouver une question sur la réussite. Ah ouais, je me suis dit que ça partait en freestyle. Tu veux partir en freestyle? Non, enfin, non, je préfère une question un peu plus focalisée. Un peu plus focalisé? Est-ce que je t'ai fait une focalisée large ou pas large? Focalisée, normalement, c'est pas trop large. J'ai envie de t'en faire une large quand même. Vas-y, go. Je suis prêt. Je m'accroche. Pour toi, c'est quoi la réussite? Ah, ouais, c'est large. Je vais pas te répondre. Je vais pas te répondre. Non, Merci. je vais pas te répondre. Je vais prendre un chemin détourné parce que je trouve que c'est une vraie question. En particulier, comme je suis grand-père là depuis 2 ans, je vois mon petit-fils Noé et je le regarde avec affection, mais aussi avec questionnement en fait. Je suis surpris et étonné de ce qui peut être différent en 2025 ou 2026 pour ce qu'on considère comme la réussite. J'ai l'impression que quand j'avais 2 ans, comme Noé, il y avait une espèce de, je veux dire en quelle année c'était, hein, c'était 1965 plus 2. Il y avait des espèces de trajectoires qui étaient suivies ou qui étaient projetées par les parents, presque imposées d'ailleurs. Le désir avait peut-être pas beaucoup de place là-dedans et la manière d'évaluer, d'appréhender la réussite et de mettre un grand R à réussite avec tout ce qu'il peut y avoir d'attente, d'exigence, de pression sociale aussi et peut-être de satisfaction, hein. Ça existe aussi la réussite, c'est pas que des contraintes. Mais j'ai l'impression que ça a énormément changé en 60 ans et c'était quelque chose qui m'interroge beaucoup. J'ai un fils qui a un peu plus de 30 ans et j'ai des filles aussi, hein, mais je trouve qu'ils ont marqué ce tournant. Ils se sont situés au cœur de ce tournant entre des attentes de la société, des modèles, presque des décalques à appliquer. Il y avait le kit de la parfaite réussite. Je trouve que ça a énormément changé. Bah, en 65 ou en 70, la réussite, c'était quoi? C'était des trajectoires professionnelles, c'était acheter une voiture, prendre un crédit, une maison, machin. Alors, il y avait des contre-cultures, hein. Moi, mes grands-parents ou mes parents avaient des amis qui partaient sur le Larzac, élever des chèvres.
ça date pas Mmh. ça a pas été inventé, comme on peut le croire, récemment. C'est marrant, surtout que c'était, déjà l'œuvre de personnes, qui avaient un bagage culturel important. Voilà, ça tombait pas n'importe où. Mais j'ai l'impression vraiment que globalement, en tant qu'intervenant en école, prof ou parent, on voit que les modèles de réussite sont mis à mal. Ça fait pas longtemps que, lors des remises de diplômes dans des grandes écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, on trouve les meilleurs étudiants de la promo qui prennent la parole et puis qui mettent un gros bordel en disant: «Bon, on veut pas bosser pour des industries pétrolières, ni pour l'armement. Qu'est-ce qu'on fait avec la planète?» Et cetera, quoi. J'ai l'impression que cette question de réussite est quand même bien remise en question. D'un point de vue éthique et d'un point de vue comportemental? Bah, j'ai l'impression que c'est l'éthique effectivement qui vient beaucoup chatouiller ça. Alors comme on dit, on est toujours de gauche quand on est jeune et de droite, quand on est beaucoup plus vieux, mais j'ai l'impression quand même que l'établissement, les valeurs, les questions d'éthique peuvent, vraiment interférer énormément dans les parcours, de vie et les parcours professionnels et ça se décline, de manière, très étonnante. Nous, on se dépêchait de passer le permis, d'être autonome, de s'endetter parfois, d'acheter une voiture, un appart. On avait des modèles de réussite, qui aujourd'hui sont complètement remis en cause. Moi, quand je vois les jeunes de 25-30 ans, ils partent longtemps au bout du monde, même s'ils doivent casser la tirelire, ou minimiser leurs revenus pour ça. Ils font pas d'enfants, ils font peu d'enfants. Les chiffres de natalité le disent. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de vrais changements importants qui sont en train d'intervenir et je trouve que c'est un clivage intergénérationnel qui peut être, vraiment très, très troublant, quoi. Il est troublant pour toi, il est dur pour toi? Bah, pour moi, c'est difficile, alors individuellement à porter parfois, parce qu'on a quand même si on a la chance en tant que parents ou grands-parents d'avoir de bonnes relations avec ses descendants, on a aussi ce rôle d'accompagnement, de rassurer, de donner confiance, d'être présent. Mais, bah, j'ai l'impression que c'est au prix quand même d'une remise en question ou au moins de reconsidérer des réflexes qu'on pouvait avoir, en disant: «Bah, tiens, voilà, pour moi la réussite c'est ça». Ah non, on peut pas, faire du plaquage et Concrètement, ça t'est arrivé ou pas? bah, Avec tes enfants oui, aujourd'hui? moi ça m'arrive. J'ai 2 filles qui ont repris, complètement, leurs études à zéro. J'ai trouvé ça hyper courageux et intéressant. Mais c'est vrai que si on en parle en tant que parent, quand on a quelqu'un qui dit: «Bah, voilà, j'ai fait X années d'études, mais je veux redémarrer à zéro dans une autre voie», il peut y avoir un peu de l'inquiétude, ou Mmh. du scepticisme. Mon fils est parti, voyager 1 an et demi autour du monde. Là, il est en train de se poser. Bah, j'ai mis des semaines et des mois à quitter des vieux réflexes de dinosaures qui auraient été un peu autoritaires, sans forcément beaucoup de réflexion, de dire: «Dépêche-toi de trouver un boulot» ou de reprendre ta situation précédente et le mot situation, de reprendre ta situation précédente pour aujourd'hui, là, après plusieurs semaines ou mois, y mettre de la philosophie en disant: «Écoute, donne-toi le temps, donne-toi le temps. T'as bien 2 mois, t'as bien 6 mois pour reconsidérer vraiment ce que tu veux faire. Dans quelques années, tu y penseras plus à ce temps et c'est un temps important». Ah mais j'ai été à rebours de mon réflexe, à rebours de la manière peut-être dont j'ai été élevé par rapport à cette éventuelle notion de réussite, voilà. Est-ce que réussir pour toi, c'est accumuler ou s'alléger? Je ne sais pas accumuler, je ne sais pas accumuler. Je Mais accumuler, ça peut être accumuler le travail. Ouais, ouais, certainement, mais je pense que les actes parlent plus que les Grand grandes discours. envolées, les discours et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai 60 ans et je ne sais pas thésauriser. Je ne sais pas accumuler. Alors, merci Arnaud. Peut-être, ouais, accumuler des compétences, accumuler des expériences. Ouais, dans ce sens-là, oui, oui, d'accord. Ouais, OK. Bah, c'était en référence à tes enfants, tu vois, ou aux jeunes générations qui vont, ne pas accumuler, mais vouloir vivre une expérience, tour du monde, Hein. pas rentrer dans ce schéma d'accumulation que nous, on pouvait avoir à notre époque. Accumuler le travail, accumuler le temps. Ouais, je sais pas ça. Faudrait que je réfléchisse encore parce que je les trouve pas forcément, enfin, si on parle des générations suivantes, je les trouve pas forcément inconséquents ou incapables d'épargner. En fait, je sais pas. Je pense qu'effectivement, il y a cette relation au vécu, se dire, bah voilà, j'ai 25 ans, je vais consacrer l'année qui vient à, je sais pas moi, faire 5 sommets de plus de 4000. Voilà, il y a ce côté expérientiel que je Mmh. trouve
intéressant. Mais je crois qu'on avait le même. C'est difficile quand même à expliquer le fait je fais mon vieux con 5 minutes, hein, mais nous, il y avait une émission d'aventure à la télé quand on avait 10-15 ans. Il y avait un mec qui montrait Edlinger ou Robinet, mais c'était tout petit. Il y avait pas aujourd'hui cette pléthore de mecs qui font du parcours, qui sautent les immeubles et tout, mais on le faisait aussi. On allait à Fontainebleau le dimanche, on grimpait. Enfin, je veux dire, on allait en montagne ou on faisait des trucs, quoi. Ça n'a pas été inventé l'an dernier. Mmh. Voilà, donc je pense que l'offre a changé et la demande aussi, voilà. Donc, ouais, à réfléchir. Je OK, bon, je te laisse pas réfléchir. définitif. Tu reviendras pour un deuxième épisode. Je te D'accord. laisse retirer le dé pour Ah partir bon, sur il une faut deuxième encore? thématique. En fait, c'est un jeu de hasard, un beau 6. Un beau 6 et le 6, c'est le courage. Ah, le courage. Quelle décision difficile t'a demandé le plus de courage? Je sais pas. Je remarque avec amusement que tu places le courage sur l'angle de la volonté, de la prise de décision, mais Tu le vois comme ça? bah, si tu me dis quelle décision difficile t'a demandé le plus de courage, mais je vais prendre un contre-pied. J'aime beaucoup les contre-pieds. Je trouve que le courage, parfois, est celui de vivre pleinement ce que le destin nous a amené et qui n'est pas forcément ce qu'on aurait choisi, tu vois? Mmh. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et souvent, je trouve ça courageux. Je trouve que le vrai courage, souvent, il se situe là. Parce qu'on dit, ouais, le mec, il est dans son canapé, et puis oh, il a eu du courage, il a fait ceci, il a fait cela. Ouais. Et bien sûr qu'il peut y avoir du courage dans ce qu'on décide, et il peut y avoir du courage dans ce qu'on subit. Et ça c'est autre chose, parce que le petit courage du quotidien, tu vois, c'est un truc qui est terrible. Pourquoi c'est terrible? Bah parce que Tu as un exemple? Je sens que tu as un exemple. bah, oui, oui, de manière, totalement, immodeste, on va dire, oui, oui, j'ai affronté des circonstances dans ma vie où où mon courage, je l'ai situé sur, le fait d'être dans la tempête et puis de pas lâcher, tu vois? Ouais. Un exemple concret? Ah beh, j'ai un exemple concret. Si on parle d'aventure, moi, quand j'avais 22 ans, je me suis fracturé une vertèbre en snowboard. Je suis tombé au fond d'un trou, j'ai eu une fracture tassement, donc je suis un paraplégique qui marche, mais il a fallu que je fasse quelque chose de ma vie alors qu'il était inenvisageable de ne pas jouir de ma vie à 100 avec 100 de mes moyens, 100 de ma vie de mec jeune, sportif, beau, intelligent, diplômé, tout ce qu'il faut. Je déconne, hein. Mais Ça, c'est l'image de la réussite. avec l'image de la réussite, effectivement, et où en fait, si j'en déduis une situation, enfin, en tout cas une épreuve de courage, une mise en situation de courage, ouais, ça a été d'aller au rebond, plus que de m'exposer volontairement à dire je vais faire l'Atlantique arabe. Voilà, mais en tout cas, je trouve que humainement, la présence et le soutien, l'accompagnement qu'on peut avoir auprès de ses proches, quand s'éprouve besoin de courage comme ça, c'est plutôt dans des situations où il y a quelque chose qui est pas forcément complètement subi, hein. Je veux dire, le sens subir, en tout cas, je veux dire pas choisi, tu vois. OK. Pour le courage, ça Ouais, te fait appel à ça, en fait. et c'est peut-être, si je place ça, parce que j'ai 3 filles qui sont, et mon fils aussi, mais qui sont assez, dans cette culture un peu woke, j'hésiterais pas presque à genrer ça et à dire que souvent c'est un courage féminin. C'est-à-dire que même si, de temps en temps la vie t'envoie des paquets de flotte dans la gueule, bah, le courage ça consiste à rester droit et à continuer à avancer, tu vois? Plutôt qu'à faire le zinzin, à inventer des conneries courageuses où parfois, il y a beaucoup de testostérone, mais c'est pas forcément plus intéressant. OK. On se fait une troisième thématique? Allez, vas-y, on va vite. Reprends le dé. Ouais, oh, vas-y, je t'en prie. Ah, 6. encore un 6. 6, on l'a déjà fait, c'est le courage. Ah, on recommence? J'ai instauré une nouvelle règle. Ah. C'est toi qui vas choisir la thématique. La thématique, un sous-sujet du courage? Non, une thématique à part entière. Ah! Alors, moi, il y a une thématique qui me passionne, c'est celle de la créativité. OK. Mais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Bah, je vais te poser une question que je vais inventer. Ah d'accord, vas-y. Nouvelle règle du jeu que je viens expressément d'inventer maintenant. La dernière fois que tu as fait preuve de créativité? Merci Arnaud. Je ris, je souris
de cette question. Je trouve ça formidable parce qu'en fait, sans considérer complètement la créativité comme un muscle, je le considère quand même comme enfin, je trouve que la capacité créative est quelque chose qu'on peut entraîner, qu'on peut travailler et ça, peut-être que j'ai eu cette chance professionnellement d'avoir eu une vie dans le marketing, dans des professions qui étaient proches des créatifs. Tu sais qu'on parle pas de ton métier, ni ni Mais ton peu identité, hein. importe. Ah. Mais Ah bah non, mais pas peu importe, c'est non, non, mais c'est pas peu importe, c'est pas de ça dont je Ouais, veux je parler. sais. Je sais que tu sais. Tes chambres. Non, mais j'ai eu cette chance de quasiment toujours vivre au quotidien, travailler au quotidien avec, des personnes dont le métier était d'être créatif. Être créatif, c'est pas faire n'importe quoi, c'est, au contraire, c'est de mettre leur capacité inventive, que ce soit d'ailleurs, visuellement, textuellement, sur le plan événementiel et tout ça, au service de besoins de leurs clients et j'ai apprécié sur l'ensemble des jobs que j'ai pu faire en général, pas toujours, mais de, vivre, de partager, le quotidien de personnes créatives. Alors pourquoi ça me fait plaisir qu'on soit là-dessus? Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, je suis en transition, bon, je suis en récup, en convalescence, d'une intervention assez importante que j'ai subie en septembre. Mais depuis 2 ans, professionnellement, j'ai commencé à ralentir parce que je suis retraité. Enfin, je continue à travailler, mais j'ai un statut de retraité. Et ce que j'essaye de faire, et ce que je fais d'ailleurs, c'est quasiment une discipline. C'est qu'en fait, tous les jours, j'écris et je dessine. Même si j'ai pas envie, je vais faire un dessin par jour et je vais écrire un paragraphe ou 3 pages, mais chaque jour. Donc ta dernière preuve de créativité, c'était ce matin? Bah, alors, ce matin, c'était un petit peu particulier, mais encore hier, voilà, donc et pour moi, ça fait partie au même titre qu'un entretien physique, faire un peu de gym, un peu d'assouplissement, un tour de vélo, chaque jour, d'une espèce d'hygiène mentale et puis d'un plaisir de travailler cette créativité. Parce que, en fait, je pense que c'est une source de joie et d'équilibre d'avoir cette chance aussi peut-être de pouvoir, travailler, cette créativité au même titre que d'utiliser son corps de manière, agréable et puis être en forme. La dernière fois que tu as fait preuve de créativité? Bah, c'était hier, en faisant un dessin. Tu me demandes des preuves Pas de du tout, créativité? je n'ai rien dit. Non, mais c'est intéressant. J'allais passer au texte à trous. Tu Ah, commences les phrases, tu les termines. on fait des bruitages. Ce que j'ai appris de mes échecs, c'est Ce que j'ai appris de mes échecs. Je te fais la version TEDx, ou la version, un peu cynique? je te laisse partir dans l'inconnu. Ce que j'ai appris de mes échecs, c'est que parfois, on n'en apprend pas grand-chose et il faut recommencer. Est-ce que faut recommencer parce que tu en as pas appris grand-chose justement? Bah, c'est ça, c'est ça. C'est karmique, hein, c'est le cycle des répétitions, hein. C'est arrivé récemment? Bah, gars, j'ai quand même un certain âge et je crois qu'en fait, quand on est plus jeune, on a une capacité d'amnésie, qui est importante. On se dit: «Non, c'est pas grave, machin». Mais il y a un moment, on arrive quand même à analyser, notre vilaine capacité humaine à refaire les mêmes conneries. OK. Mais je trouve qu'il y a pas de lecture négative, hein, là-dedans. Je trouve qu'aussi, il y a quelque chose de créatif. Justement, c'est Bukowski qui disait: Trouve-toi un os à ronger et ronge-le toute ta vie», tu vois? Mmh. Il y a ça parce qu'en fait, c'est un élément de personnalité, tu vois? Il y a des gens, toute leur vie, ils ratent un truc, mais ils recommencent jusqu'à ce qu'ils y arrivent Ou pas? et pourquoi pas? Ouais, ouais. Pourquoi pas? Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. C'est de m'étonner. Dans quel sens? Bah, écoute, quand on fait, une sorte de bilan ou qu'on regarde vraiment qui sont tes amis, tes vrais amis, hein, tu essayes de comprendre un peu pourquoi tu es ami, s'il y a une raison, et ce qui peut t'apporter du plaisir dans l'amitié. Je pense que le fait de ne pas croire que tu les connais vraiment au point de pouvoir prévoir qui ils sont ou ce qu'on va faire et cetera. Je pense que là, on revient à la créativité. Je pense qu'en fait, cette capacité à t'étonner, tu vois, être imprévisible, je trouve ça vraiment génial, tu vois? Parce pour moi, hein, un vrai pote, c'est c'est très prévisible, mais c'est quelqu'un qui va venir te voir et tu pas de plan pour la conversation, tu pas de plan pour, ce qu'on va faire. Tu vois, ça supporte un joyeux freestyle. Ça date d'avant le portable. On passait voir nos potes. Tu disais pas: «Je vais passer, machin», Non, tu tu tentais de passer. bah, Là, voilà. pas là, il est là, c'est Tu vois? Je trouve que le côté imprévisible est là. Là, je suis en train de discuter avec un ami, on est en train de délirer, diraient nos
compagne, mais ça va se terminer, on va prendre nos vélos et puis on va se barrer n'importe où avec un sandwich et une bonne bouteille au fond de la musette et voilà, tu as ce côté impromptu, tu vois? L'aventure, c'est l'aventure. Ouais, l'aventure, c'est ça, l'aventure, c'est l'aventure, exactement. Et ça me donne la banane, tu vois? Ça se voit. Je t'en fais une dernière. Déjà. Demain, Bah, demain, je prends mon matos pour dessiner et mon vélo et puis je vais à un endroit qui me plaît. tu verras demain quel endroit. Ouais. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi. C'est une femme? C'est une femme. Est-ce que c'est une femme? Pas du tout, c'est un homme. Ah bon, OK. Quand tu arriveras au seuil de ta vie, quelle est la leçon de vie que tu souhaiterais diffuser autour de toi? J'ai envisagé ça il y a pas très longtemps parce que j'ai dû subir cette intervention-là qui était, réellement lourde, hein. Donc j'ai envisagé d'être au seuil de ma vie il y a pas très longtemps. C'est un drôle de truc, hein. C'est un drôle de truc parce qu'en fait, c'est pas en lisant Paulo Coelho, qu'on se présé qu'on se prépare à ça et ça amène à ce qu'on peut laisser et peut-être à un message unique qu'on a envie de donner à sa descendance, enfin aux gens qu'on aime. Mais je crois qu'en fait, cette capacité justement, ce plaisir, je pense que ce qui est vachement enfin, c'est ultra personnel, hein, mais je pense qu'en fait, je vais paraphraser ma sœur qui dit: «En fait, le plus important, c'est l'ambiance». Mais je crois qu'elle a parfaitement raison, c'est-à-dire que si on est capable, malgré les aspérités de la vie, les emmerdes, les contingences, de s'asseoir à une table et puis de partager un bon moment et d'être suffisamment ouvert pour écouter son prochain et passer un bon moment ensemble, je pense qu'en fait, ouais, il y a cette saveur-là de partager quelque chose ensemble, assis à la même table, quelque chose d'essentiel, dans la vie et c'est hyper basique, hein, mais Basique et complexe, hein? ouais, mais je pense que c'est vraiment un essentiel. Ok, merci de ton retour. Ah, je t'en prie. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? Je sais pas, je vais pas savoir bien te répondre. Ce qui me fout vraiment en rogne, je crois, mais ce qui vraiment me serre la gorge et m'angoisse, c'est qu'on soit capable que l'homme puisse être un loup pour l'homme, en fait. C'est qu'on puisse vraiment abuser de la vulnérabilité d'autrui. Alors, pour faire vite, souvent on dit l'injustice ou je sais pas quoi, mais je trouve vraiment qu'on puisse faire du mal enfin plus que du mal, exploiter ou des enfants, ou des personnes vulnérables, ça me rend dingue. Je viens de lire le dernier Philippe Pujol là, sur les enfants du monstre, là, Cramé, il s'appelle le bouquin. Et alors, évidemment, ça parle des quartiers nord, mais en fait, cette exploitation, vraiment, ouais, ça me fout en rogne. Et puis en plus, ça adresse un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Non, mais je veux dire, l'impuissance, elle est là. Je trouve ça affreux. Et c'est, ouais, peut-être que c'est ça qui me met en rogne, La justice. qui peut me mettre en colère, mais après, je trouve que ça n'a. Enfin, je sais pas si c'est intéressant de savoir ce qui me met en colère. Ouais, c'est ma question en tout cas. Non, mais je veux dire, Tu sais la nos cause, forcément. agacements, on a aussi dans la vie des petits agacements qui peuvent se transformer en colère et ça me rend, ça peut me rendre aussi triste et énervé, tu vois. Ok. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul? Tu veux dire dans toute la vie? Ouais. Un des moments. Ouais, non, mais je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Écoute, je dois vaincre une pudeur pour te répondre, mais je vais le faire parce que je pense que ça peut être intéressant à partager. Je pense que c'est vraiment la douleur qui peut nous plonger dans un état de solitude réel, complet, total. Et malheureusement, j'ai déjà eu à affronter des situations de douleur réellement Tu extrêmes. parles de douleur physique ou psychologique? Je parle de douleur physique, mais en fait, la douleur physique a une très bonne compagne qui est la douleur psychologique, y compris dans l'utilisation massive d'antidouleurs. Si t'es pas, je veux dire, tu trouves des abîmes, des vertiges, ta douleur physique fait résonner psychologiquement. Donc l'une et l'autre se combinent de manière très élégante. Donc répète-moi la question, s'il te plaît. Quel est le moment où tu t'es Ah oui. senti le plus seul? Donc en fait, je pense que c'est dans ces moments de douleur intense où vraiment j'ai pu me sentir le plus seul. Lié à ton accident? Ouais, c'est lié à mon accident. Tu es dans un couloir d'hôpital, enfin, t'es pas dans un couloir où tu peux être dans une chambre. Il est 4 heures du matin, il y a une infirmière pour 40 patients. T'as mal, très mal, plus que mal, et il y a même personne pour te tenir la main ou voilà. Et puis toi, t'es avec ta douleur et tes peines et tout ça. Ouais, c'est un, c'est un cocktail pour lequel, oui, la solitude est terrible. Ouais. Avec ton Ouais. courage. Comment? Avec ton courage. Bah, je suis pas certain en fait, t'as pas le choix.
mais ça te fait savourer la vie après, ça c'est certain, ouais. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain inconnu? La question que j'aimerais pas qu'on me pose. Fais gaffe que je vais peut-être te la poser après, hein. Non, mais je me doute, je te vois venir. En fait, c'est une question que je pose et je me pose régulièrement. Qu'est-ce qui, dans la vie, justement, te fait trouver qu'elle vaut d'être vécue, tu vois? Je trouve que c'est la question la plus difficile. Qu'est-ce qui dans la vie te fait apprécier la vie? Ouais, ouais. Question qu'on se pose. Alors, tu me poses la question. Bah, justement, on revient à cette question de faire le bilan de ta vie et puis de te dire qu'est-ce qui vraiment m'a apporté ça. Et je trouve que c'est l'agapé grec, c'est l'exercice de l'amitié on parle d'agape, mais partager un bon repas, échanger sur des lectures qu'on a aimées, vraiment, tu vois, pouvoir vivre des relations amicales, passer de vrais bons moments ensemble, je trouve que vraiment c'est essentiel. Alors, ça paraît peut-être futile quand on a parlé de réussite. Quand on met les deux côte à côte, c'est assez étrange. Pourquoi? Parce que quand on court après la réussite, c'est pas du tout ça, on change de terrain là, on sait pas. Mais Peut-être que la réussite, c'est de passer des bons moments et d'avoir des amis, d'être bien entouré. bah, c'est ça et c'est un peu ce dont je parlais, par rapport à la créativité. Cette chance, pas une chance en fait, c'est le fruit de quelque chose, donc c'est pas la chance du hasard, c'est la chance du fruit. C'est d'avoir pu et de poursuivre, de travailler avec des gens qui ont des choses intéressantes à raconter, Mmh. à partager, tu vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en lumière? Bah, je sais alors, si il faut en choisir qu'une? Oui. Ah! Quelqu'un ou quelque chose. Ouais, Ah, quelque tu veux dire une chose, cause? une cause, une personne, une cause, une association? Je suis pas prêt là. Ton temps? Non, je sais pas là, j'ai envie de botter en touche, salopard, tu m'as collé. Non, non, mais je trouve qu'il y a plein de choses formidables dans le monde ou de choses qui méritent d'être soutenues. Je vais te faire une réponse généraliste, c'est faux cul, hein, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, on chercherait tous un truc incroyable, tu vois? Une baguette magique, une association qui sauve les pauvres petits au bout du monde, machin et tout, mais j'ai vraiment la sensation que jamais très loin de nous, on peut être présent ou se pencher sur des micro-actions, tu vois? Donc il y a pas une personne? Et c'est pour ça que je te réponds pas parce que je trouve qu'on touche vraiment à l'intime. Tu OK. sais, c'est le virtue signaling. Tu fais un post LinkedIn en disant: «Ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela» ou «Je soutiens, moi je suis copain avec Mère Teresa», tu comprends? Mais ça me gave en fait. OK. Ça s'énonce pas, ça se fait. Bah, normalement, c'est que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche et donc voilà, je trouve que ce vieux précepte est important. OK. Ouais. Bon, bah, merci Mais merci de ta non-réponse. du coup, je participe pas à la promotion d'un truc formidable. Je vais te raconter un truc. En fait, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans bientôt, j'ai enfourché mon vélo. Je suis parti au Cap Nord. Donc j'ai fait 4 000 kilomètres en vélo et quand j'ai fait ce plan, je me suis dit, «Ça serait vraiment bien de soutenir une asso, machin». Alors, a fortiori, puisque je suis invalide, j'ai fait ça en n'ayant pas tout à fait tous les atouts physiques pour le faire. Je me suis dit, j'ai d'une certaine manière, j'ai organisé un casting. J'ai vu des assos parce que je me disais, à chaque kilomètre, je vais faire une collecte, machin. Ça a été un flop total. D'abord parce que j'ai rencontré beaucoup d'amateurs, en fait. C'était des assos. Les gens, ils montent une asso et tout. Alors, il y a rien de bidon, hein, je veux dire, c'est pas de la malhonnêteté ou quoi, mais souvent, c'est du cas par cas. Il y a pas d'approche très professionnalisée, sur les assos. Ensuite, j'ai imaginé avoir un impact, tu vois? J'ai imaginé que ça pouvait changer les choses. C'est pas ça c'est pas ça que j'ai vu, en fait. OK. Et il y a ce côté baguette magique, en fait, auquel je pense que j'ai eu une désillusion, même pas une déception, mais je me suis dit, en fait, vaut mieux balayer devant sa porte, tu vois? Plutôt que trouver un super balayeur quelque part Bon, très pour bien. l'injustice, le machin, aider les handicapés et tout. Tu m'as tordu ma trame, mais c'est super. Je t'ai tendu Merci. la trame. J'adore. Merci pour ce compliment. C'est très créatif. Vraiment, J'adore. ça me fait plaisir. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Alors, écoute, moi, tu m'as pas tordu ma trame, j'en avais pas. J'essaye de réfléchir à un titre, mais tu m'as surpris parce qu'en fait, on s'est aventuré sur des terrains où je n'avais pas envisagé d'aller. J'avais pas de plan, hein. Je te rassure, moi non plus.
Ouais, je suis un peu sceptique. Moi, je trouve que l'inconnu, je trouve le concept passionnant parce qu'en fait, il y a ce côté imprévu. C'est-à-dire que et d'ailleurs, peut-être que c'est la une des qualités que je donnerais, aux plus jeunes générations, c'est en fait, c'est d'avoir du goût pour rester ouvert à l'imprévu, tu vois? Mmh. Je trouve qu'en fait, c'est une très grande qualité. Parce que trop souvent, il y a un plan, tu vois? C'est le désir de l'autre qui s'impose et je trouve ça affreux, en fait et ça paraît simple, mais être capable de s'écouter mutuellement ou soi-même pour creuser et connaître son désir et d'être capable de, sur un coup de tête, d'aller vers l'imprévu, vers l'inconnu, je trouve ça génial. J'ai hâte que tu me donnes le titre de l'épisode. Bah, alors je sais pas comment sont structurés tes titres habituellement, mais c'est pas l'amour du risque, c'est l'amour de l'imprévu. C'est L'amour de l'imprévu. L'inconnu l'inconnu, c'est l'amour de l'imprévu. Ça, c'est une bonne baseline, hein, Mais avant, merci. si ça te va. L'amour de l'imprévu. Ce sera le titre C'est très studieux, tu prends des notes. de notre épisode. Merci. Merci à toi, Arnaud. J'ai une dernière question. Ah, ton mystère. Qui es-tu? Je donne mon nom. Ce que tu veux. Tu te présentes comme tu veux. Je m'appelle Hervé Bourdon et je ne sais toujours pas qui je suis. Je suis un enfant de 15 ans perdu dans un corps de 60. Et quel effet ça fait? Bah, justement, c'est peut-être une manière de rester ouvert à l'imprévu, ouais. Ouais, ouais. Ah, Grosse imprévu, du coup, d'être de moins de 15 ans dans un corps. bah, je sais pas parce qu'en fait, j'ai envie de travailler dans une société où les vieux, on les fait pas travailler. J'ai un âge où mes parents avaient déjà de nombreux petits-enfants et aujourd'hui, quand on a 60 ans, on n'a pas beaucoup de petits-enfants. Donc en fait, j'ai l'impression que, ouais, la vie est très imprévue, ouais. Ah ouais. De génération en génération, ça se transforme. Ouais, c'est ça, exactement. Ça peut être troublant, mais il faut faire avec. C'est aussi une source de plaisir. Donc je trouve que ouais, l'imprévu a une très grande part, ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Ouais. professionnel? Tu veux que je te déroule mon CV? Non, je plaisante. Quand je dis ça, en fait, ce que j'ai en tête, c'est le fait que depuis 6 ans maintenant, j'ai eu un métier de recruteur qui a été mon dernier métier de ma vie professionnelle et qui m'a apporté énormément de satisfaction et qui m'a permis aussi, paradoxalement, pour un grand bavard comme moi, de beaucoup écouter et d'aider les candidats, les talents à se dire. Et ça m'a apporté une satisfaction professionnelle très importante parce que même si c'était très bref, on travaille pas longtemps avec un candidat au cours d'un entretien. Le truc, c'est de leur donner cette capacité en quelques secondes, quelques minutes à briser la glace et à se présenter sous le meilleur angle Mmh. pour le job sur lequel ils veulent aller. Et ça j'ai trouvé ça formidable de faire ça pendant des années et d'avoir été formé par les meilleurs pour faire ce job. Donc récemment, j'ai été recruteur. Aujourd'hui, mon statut est un statut de retraité, mais je continue à travailler parce qu'en parallèle, j'ai toujours accompagné des dirigeants sur le recrutement, mais aussi sur l'angle du marketing digital. Voilà, donc là, par exemple, en ce moment, j'accompagne une société marseillaise qui fait des chaussures. J'accompagne des agences digitales dans l'amélioration de leur communication ou marketing. Voilà, donc j'ai ce métier d'accompagnement de dirigeants depuis 2012, quand j'ai quitté Oxatis et donc j'étais le directeur marketing. Ça, c'est ma carrière e-commerce, en fait. J'ai commencé dans le e-commerce avant 2000. Ouais. Au début, là. Ah bah, Au début. ouais, c'était quasiment enfin, en tout cas, c'était au début de Plus de web. Google, Ouais. puisque ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas ce que deviendrait Google, mais j'ai bossé pour une boîte qui avait signé avec une société californienne de 50 personnes qui proposait un moteur de recherche. Et pendant 1 an et demi, j'ai organisé des tours de France et d'Europe pour présenter une technologie de recherche sur internet qui était automatisée. Et donc on remplissait, des salons d'hôtels avec 50, parfois 500 personnes pour leur proposer un moteur de recherche. À l'époque, c'était l'époque des annuaires, il y avait des éditeurs manuels chez Yahoo pour, classer les pizzerias du coin ou je sais pas quoi et nous, on arrivait avec une techno automatisée et donc la conclusion à chaque fois dans les questions-réponses, c'était: «Ça ne marchera jamais». C'est quoi ce truc Google dont vous nous parlez? Déjà, le nom est débile, donc avec un nom comme ça ne marchera pas et la techno ne marchera pas. Voilà, ça c'est en 2000 que je fais ça. C'est imprévu. C'est imprévu. Et avant aussi, je m'étais éclaté dans le même type de fracassage techno. J'ai démarré ma carrière dans les années 90 autour de la PAO. Donc, on vendait des Macs et ce qui permettait de faire de la mise en page, etc., de manière très simple. Et nos clients aussi disaient non, on peut pas avec votre truc là, avec une souris à l'écran là,
là, faire un journal complet ou faire des bouquins, c'est pas possible. À l'époque, les gens travaillaient avec des films en celluloïd sur des gros tambours de scanner et ils faisaient de la photogravure. C'était des dispositifs qui coûtaient des millions d'euros et nous, on arrivait avec des Macs en centaines de milliers de francs. Ils disaient: «Non, c'est pas possible». Il y avait un saut techno. Donc je m'étais bien amusé aussi au début de ma carrière à faire ça. Donc j'ai toujours eu cette appétence pour des ruptures, Ça ne marchait pas, quoi. techno qui ne devaient pas marcher, mais qui finalement ont fonctionné. Voilà, ça c'est un attrait et cette chance de bosser avec des gens créatifs, ouais. On en revient à la créativité. Ouais, on en revient à la créativité parce qu'en fait, il y a la créativité de Steve Jobs, machin, on pense toujours aux grands inventeurs, mais il y a aussi, les early birds, il y a toujours aussi une population de gens qui disent: «Ouah, on est patient, mais on va y aller, On va y arriver. on va peut-être s'éclater, quoi». Et puis bon, professionnellement aussi, il faut dire que par rapport au handicap, pour moi, le fait d'avoir pu mener une vraie carrière professionnelle, malgré les pépins de santé que j'ai eus tout au long de ma vie, c'est un truc qui a été dont j'ai été fier. Parce qu'en fait, j'ai passé 1 an à l'hôpital quand j'avais 22 ans. Il n'était pas évident que je remarque et il n'était pas évident aussi que je puisse avoir une vie normale, 4 enfants, la fameuse réussite dont on parlait, qui a pas été, étincelante, hein, mais en tout cas celui de mener une vie, intéressante et agréable malgré, le handicap. C'est un truc, qui m'a fait énormément apprécier la vie, ouais, ça c'est sûr. Est-ce que ce serait pas ça la réussite? Bah, je sais pas parce qu'en fait, c'est une notion qui est un peu plaquée. C'est quoi? C'est le regard extérieur qui Ça compterait? dépend. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah C'est-à-dire oui, que mais est-ce que du coup, c'est comme si tu attends une validation ah, ou pas, la réussite, c'est mais les validations externes sont bien agréables aussi. Quand tu oui. bosses pour une entreprise qui te dit merci, Mais tu la content, réussite bah, voilà. peut juste, enfin, la réussite peut être l'ambiance. Ouais, c'est vrai, ouais, mais je pense que Ouais. j'ai mis un moment C'est ça. y être plus sensible. Ce travail philosophique-là Mmh. est peut-être venu après. J'en sais rien en fait, j'ai pas la réponse. Mais voilà, donc mon parcours professionnel s'est fait autour de la techno, mais dans ses côtés usage, dans ses applications. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé formidable. C'est vraiment d'accompagner des pros intéressants, des gens qui avaient plein de trucs à dire. Comme toi. Ouais. Je sais pas. Non, mais un Mais peu comme moi, mais parce que voilà, c'est dans le recrutement, là, notre slogan, c'était que le recrutement est une conversation. En fait, ça paraît con à dire. Je veux dire, ça paraît basique, mais on voit tout le temps ça comme. Enfin, j'ai l'impression contre comme quoi? 2 blocs de Lego qu'on va emboîter, tu vois? C'est-à-dire, tu vas avoir des patrons qui disent: «Ah ouais, mais je veux réussir ce recrutement, il me faut le bon candidat». Eh Coco, tu te regardes dans la glace et tu dis: «Est-ce que moi, je vais être l'employeur qui va faire les efforts aussi pour faire de cette personne, pas un CV, mais d'une personne avec qui je vais avoir des interactions fécondes. Est-ce qu'on va converser et avancer ensemble? C'est pas juste monter un mur de briques, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui est humain et qui est très riche et puis dans lequel chacun fait sa part. Ah merde, il faut que chacun mette sa part. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose pour conclure, Hervé? Non, j'ai beaucoup parlé. Parfait. Un grand merci à toi, Hervé. Avec joie. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou tout simplement partagez. Rendez-vous mardi prochain, même heure, pour une rencontre avec un ou une nouvelle inconnue, un ou une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous.